bonjour. La raison de notre présence ici ce soir, elle est très simple. Nous avons été rejetés de tous les plateaux d'émissions de télé, de radio et autres. Et donc si je m'adresse ici ce soir à vous face à cette petite chose très intéressante, très industrielle, très bien écrite, très bien dessinée, très bien refaite, très bien produite, qu'est la webcam. Je pense, tout simplement d'ailleurs, et avec aucun a priori sur la question, que cette webcam, cette invention formidable de notre siècle, qui nous permet de communiquer très facilement, eh bien, elle l'a été depuis un certain nombre d'années. L'objet de critiques terribles, qui à mon sens sont terribles, à son égard, sur une utilité certaine, bien évidemment, une utilité que l'on ne peut pas nier, et qui est intrinsèque au principe même d'humanité, puisque cette webcam, laquelle j'ai été un des premiers à défendre, bien évidemment, sur la scène politique française d'abord, et puis internationale ensuite, et enfin la scène mondiale. Euh, et j'ai été un des premiers intellectuels, entre guillemets, à défendre ce principe de webcam. À travers ce principe de webcam, beaucoup plus la défense de l'environnement qui m'est très cher, qui est un thème qui me tient énormément à cœur. La défense de l'environnement, la défense des arbres, la défense des champs, de notre mère, la mer, et la défense de nos villes, la défense de nos idées, bien évidemment. J'ai lancé l'idée grâce à un projet que j'avais d'abord établi, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé bien longuement il y a quelques années lors de mes conférences antérieures, mais j'ai lancé il y a bien longtemps ce projet de restructuration économique basé sur un principe très simple, le principe de fidélité, de haute fidélité même, que les Anglais appelleront plus tard hi-fi. Alors j'ai pensé à ce principe de fidélité pour trois raisons. D'ailleurs, d'ailleurs des raisons très importantes, des raisons que je ne me cache pas et que je pense très facilement évoquer aujourd'hui. Il existe un principe de fidélité intrinsèque autre que ce principe de fidélité que nous imaginons sommairement à l'issue des réflexions solutionnaires que nous avons apprises. Je reviens 2 minutes, 3 minutes, 4, je reviens 5 minutes sur ce que j'ai dit précédemment lors de d'autres conférences à l'étranger, notamment dans des pays où les enfants connaissent une langue étrangère dès leur plus jeune âge. Je pense par exemple à un séjour en Espagne que j'ai effectué il y a de cela quelques mois, où j'ai été agréablement surpris de voir que des petits enfants, des petits Espagnols maîtrisaient d'abord déjà une langue étrangère, à savoir l'espagnol. À l'âge de 3 ans, j'ai été très 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 agréablement surpris. Ce n'est pas le cas en France, où les enfants savent seulement parler leur langue maternelle, le français. J'étais très étonné par cela, et cela m'a inspiré une réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir. Une réflexion sur le principe de légitimité inhérent à l'activité industrielle, post-industrielle, à l'activité, j'allais dire, une activité sensiblement différente d'autres activités d'un État européen par exemple. Prenons un État européen, les États-Unis. Euh, les États-Unis, dans leur politique agricole commune, bien qu'ayant élu un président noir et donc agricole, je pense que les États-Unis ne soumettent pas à la tentation un minimum de minima qu'ils auraient acquis il y a de cela plusieurs années, plusieurs mois d'ailleurs. Euh, je m'explique. J'ai été il y a de cela plusieurs années confronté à un problème d'envergure. Euh, j'ai été l'un des inventeurs avec Gutenberg de l'imprimerie, ce qui m'a permis lors d'études préalables de remettre en cause le système d'impression digitale offset
que nous connaissons dans toutes les entreprises d'imprimerie à travers le monde. Et j'ai été l'un des premiers à le matérialiser, tout simplement, dans un système concret, dans un système objectif, dans un système qui me permette, à moi-même, bien évidemment, puisque je suis là aussi pour exprimer mon objectivité et pour exprimer mes opinions. C'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai été connu au niveau international et bien plus loin que ça, encore une fois, au niveau mondial. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance à la naissance d'avoir deux yeux, ce qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Et donc, j'ai mis à profit cette vue inouïe que Dieu m'a offert, si j'ose dire. Je l'ai mise à profit. Je l'ai mise à profit. J'ai pris en compte un minimum d'avantages qui m'étaient donnés, un minimum d'atouts sociaux, économiques, culturels. Et puis, je les ai retransformés en une solitude extravertie, en une solitude digitale. Et puis, en me promenant un jour dans la rue, je trouve un briquet. Je trouve un briquet par terre, sur le sol, un briquet abandonné. Qu'est-ce que je fais? Bah, je ne le ramasse pas. Je le regarde. Un briquet jaune, bleu, coloré, avec beaucoup de couleurs. Un briquet bic. Un briquet bic très intéressant. Je ne le ramasse pas, je le regarde. Je le regarde évoluer au gré du temps. Je le regarde se déplacer grâce au vent. Je regarde les feuilles mortes le couvrir. Et là, je pense à quelque chose. Là, je pense à quelque chose. Une station d'épuration. Imaginons une station d'épuration. Une station d'épuration, pardon, des plus communes, des plus rustres. Comme ces stations qui fleurissent et pourrissent dans nos campagnes françaises environnantes. Eh bien, pensons à une station d'épuration. Quel est le principe d'une station d'épuration? Il est très simple, il est très simple, il est très simple. Il est très intéressant d'ailleurs aussi. Et c'est pour cela que j'aimerais m'entretenir sur le sujet aujourd'hui avec vous, sur cette antenne. Non, une station d'épuration, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Je ne veux pas revenir sur les raisons qui font qu'une station d'épuration est très intéressante, mais je vais revenir sur l'intérêt que m'apportent ces raisons. C'est très différent. Il y a une nuance sur laquelle il faut mettre le doigt. Donc je mets le doigt dessus, et résultat, ça ne s'avère plus très important. Euh, Einstein, je viens de retrouver le nom que je cherchais. Il était sur le bout de ma langue, il voulait pas partir. Bah voilà, je l'ai. Einstein. Einstein. Eh bien, Einstein, parlons-en justement. J'étais en conversation il y a environ 10 minutes, 20 minutes, avec un de mes amis qui me disait, tu sais, très intéressant, une conversation passionnante, sophistiquée, des plus instructives. Mais mon ami, justement, un ami très cher, que j'ai depuis très longtemps, qui me disait, est-ce que tu as goûté les chips Lay's au paprika? Donc je lui réponds que non, que ma préférence va vers les chips poulet rôti thym, avec un peu de ketchup, du Heinz de préférence. Je n'aime pas trop les autres ketchup. Et il me dit, eh bien écoute, une réponse formidable qu'il m'a formulée, une réponse enchanteresse. Cet ami, donc très cher, que j'ai depuis longtemps, qui il y a 10 minutes me parlait des chips Lay's au paprika, je lui ai répondu que ma préférence allait vers les chips Lay's poulet rôti au thym, avec du ketchup, Heinz de préférence. Cet ami très cher que j'ai donc, qu'il y a 10 minutes eh bien, il me répond, cette réponse passionnante, eh bien, elles ne sont pas bonnes. De là, j'ai tiré les conclusions, une conclusion d'ailleurs très simple, très intéressante, encore une fois, euh, passionnante, que je ne mangerai pas et que je ne les achèterai pas non plus. C'est formidable. Je me suis dit, dans un éclair de génie, eh bien, mon ami m'a conseillé et m'a dit son avis sur les chips Lay's. Eh bien, je ne les achèterai pas, je jugerai pas les paprikas, je resterai sur les poulets rôtitins. Et c'est formidable parce que mon ami, il y a 10 minutes, qui me dit que lui, il n'aime pas les chips Lay's paprika, et moi, je fais directement la connexion, je me dis, mais je veux pas les acheter. Je veux pas les acheter, quoi. Je veux pas les acheter parce qu'il dit. Enfin, j'ai.
Enfin, je vais pas les choisir, quoi. Enfin, ouais.